On est bien parti avec des bonnes présentations. On a du temps. Je vais poser qu'une seule question, comme ça on aura du temps pour la salle. À tous les deux, parce que chacun, à votre façon, vous avez surtout traité les stratégies des élites. Mais vous avez aussi un peu abordé l'état des luttes, des mobilisations et des mouvements. Et c'est un peu là-dessus peut-être que je voudrais vous poser une question. Au moment du livre Climatic Stops, il est sorti quelques mois avant la COP. Il était assorti d'un appel qui se voulait un appel de la société civile internationale pour faire pression sur les négociations de la COP. On espérait atteindre au moins 100 000 signataires et 500 000 si on pouvait. Et on a fini, je crois, à 30 ou 40 000 parce que le démarrage a été correct mais pas transcendant et parce qu'il y a eu les attentats au mois de novembre qui tout à coup ont rendu secondaire la question du climat, les manifs étaient quasiment interdites, etc. Aujourd'hui, on a des très grandes mobilisations climat depuis le mois de septembre, on a la pétition à 2 millions, mais on a aussi le mouvement des Gilets jaunes qui finalement a été beaucoup plus massif que les mobilisations climat du mois de septembre. Et du coup, j'aurais envie de vous poser la question de votre analyse de l'état des mobilisations climat et de leur rapport avec les revendications ou les questions qui sont posées par le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que c'est des mouvements antagoniques? Jusqu'où? Est-ce qu'ils peuvent être convergents et à quelles conditions et autour de quelles revendications, à votre avis, il pourrait y avoir ce type de convergence? Voilà. C'est toi qui commence. Tu veux que je passe? Non, mais si tu veux, c'est toi qui a. Je viens juste de parler. Ils veulent t'entendre toi. Bon. Là vraiment c'est comme ça à chaud et après on va en discuter parce que c'est pas du tout. Vous n'avez pas encore écrit de livre sur ce sujet. Non, c'est pas élaboré. Bon, ce que nous avons quand même discuté déjà plus ou moins collectivement, c'est que cette apparition de la lutte des Gilets jaunes est sans doute le symptôme d'un changement d'époque. Je ne sais pas si on dit époque, ère, etc. Et que c'est peut-être le début d'un certain type de lutte. Ce n'est pas obligatoirement ce que nous attendions. Ce n'est pas obligatoirement parti de là où nous souhaitions. Mais ce matin, il y avait Bruno Latour qui était sur France Inter et qui a été, de ce point de vue-là, assez excellent. Il allait dans ce sens-là. Et bon, il revenait justement sur l'occupation des ronds-points, l'occupation des parkings, c'est-à-dire typiquement des non-lieux d'un monde qui est en train quand même qui s'essouffle, qui fait certainement plus que s'essouffler, on verra. Occupation de non-lieux, ce ne sont pas des entreprises, ce ne sont pas des bourses du travail, comme ça a pu être au XIXe siècle, ce ne sont pas des territoires véritablement dans ce monde qui s'est liquéfié, qui est plus ou moins hors sol, ce sont des non-lieux, des lieux de circulation, des lieux qui n'étaient pas habités. Et c'est quand même parti, ce mouvement, je ne vais pas le décortiquer plus, c'est parti du refus de la taxe sur les carburants. Si on remonte donc, ça pose la question du transport, et donc de la voiture, et donc du système énergétique qui soutient le système des transports. Donc là, on est au cœur, même si ça n'a pas été posé ainsi, c'est véritablement au cœur de toutes ces questions que nous devons nous poser. C'est aussi tout ce qui est de l'ordre de l'urbanisation. Quelle urbanisation? Parce qu'il y a eu le commerce international qui favorise les transports et qui augmente les transports considérablement sans augmenter le confort. C'est ça aussi le blocage qu'il y a aujourd'hui. C'est que toutes les croissances que nous avons, pendant longtemps on a pu croire que la croissance permettait le progrès, qu'elle permettait plus de confort. Aujourd'hui, l'augmentation des transports
c'est pas du confort, c'est souvent des embouteillages pendant des heures sur des périphériques qui font augmenter la consommation d'énergie sans qu'il y ait augmentation de confort. Alors qu'un des critères de la Banque mondiale pendant très longtemps a été de classer les pays développés, en développement, etc., en fonction de la consommation d'énergie par habitant. Plus on consommait d'énergie par habitant, plus le pays était censé être développé, confortable, etc. Aujourd'hui, l'augmentation de la consommation d'énergie n'est pas un signe de confort. Bien. Donc, c'est tout derrière ce refus de la taxe sur les transports et le refus de l'inégalité environnementale, parce que ce que témoigne, ce qu'a mis en exergue finalement ce mouvement, alors on ne va pas discuter, là, je ne pense pas des méthodes de tout ce qu'on peut y mettre, mais sont apparues dans le débat public des questions qui avaient été très largement enfouies, des gens qui sont contraints d'utiliser la voiture. C'est pas un choix de liberté, tiens je prends ma voiture pour aller me promener. La voiture a longtemps été assimilée à la liberté. Dans les années 60, 50-60, c'était la liberté individuelle, je vais où je veux, quand je veux, je ne suis plus dépendante des horaires, des services publics, etc. Là, la voiture, c'est une contrainte pour des gens qui, du fait de l'urbanisation, du fait des scandales immobiliers, de la spéculation immobilière, sont rejetés dans des périphéries de plus en plus lointaines, de campagnes qui sont déterritorialisées, dévitalisées. Bon, bref, vous connaissez, on connaît tout ça. Donc là, on a véritablement une contrainte. Donc je pense que ce mouvement des Gilets jaunes, pour moi, c'est ce que disait Latour, je trouve c'est intéressant. Il disait, ce mouvement des Gilets jaunes, il dit, c'est intéressant de voir comment, dans les villes, les manifestations sont des sortes de errance. Il n'y a pas de point fixe, de point où se fixer. Ça, on erre dans les différentes rues et on passe dans des rues dans lesquelles on ne passe absolument jamais. Comme si c'était une circulation. C'est un mouvement qui ne sait pas où il va obligatoirement, mais le gouvernement en face, personne n'a la solution. Le gouvernement en face non plus n'a pas la solution. Et donc, ça illustre ce que disait un petit peu Maxime, je trouve, enfin ce que dit Maxime, et que je partage, c'est qu'on est arrivé à un point de blocage du modèle. Le modèle ne peut plus se reproduire à l'identique. Il ne peut plus, et pas pour des raisons uniquement parce qu'il y a des résistances, il ne peut plus se reproduire à l'identique pour des raisons matérielles, pour des raisons géophysiques, pour des raisons matérielles. Et le prix des carburants, il va augmenter, taxe ou pas taxe. Je ne sais pas quand, c'est pas fixé, mais le prix des carburants ne sera plus celui des années 50-60. Nous avons vécu sur cette idée-là de carburant très bon marché que nous allions tranquillement pomper dans des pays qui nous étaient totalement soumis. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, c'est là que je pense que c'est un des conflits de l'Anthropocène, peut-être, d'une nouvelle ère dans laquelle il n'y a pas de solution à l'intérieur même du modèle. Le modèle s'est auto-bloqué. Certes, il y a des blocages, les ronds-points, etc. Mais il y a des phénomènes d'auto-blocage interne. Et qui ne viennent même pas des luttes. C'est une philosophe que j'aime bien qui disait, finalement, et ça peut être difficile pour nous, la prise de conscience vient davantage des signaux que nous envoie la Terre, que nous envoie la nature, que véritablement des luttes que nous menons par rapport à tenter de freiner la chute de la biodiversité ou les ouragans qui se déchaînent, les sécheresses, etc., sont plus des alertes que notre action d'humain pour tenter de freiner ou de modifier ce qui nous arrive. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais en revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a moi, en tout cas, je vois avec bonheur, même si on peut le discuter aussi, cette sorte de soulèvement qu'il y a un peu partout dans le monde, de plusieurs générations, de jeunes aussi, qui préparent pour certains en France, par exemple, des grèves d'écoliers, des grèves comme ça a eu lieu en Belgique, des grèves de collégiens, qui s'adresse à l'État en disant « Nous resterons en grève tant que vous n'aurez pas pris les mesures pour nous protéger.
Nous sommes les générations futures. Et donc, bon, en France, je sais que ça se discute aussi, ce type d'action. Donc, on voit émerger un petit peu partout des actions, des prises de conscience, des regroupements avec des formes très différentes autour de ces sujets-là. Merci. La première chose, c'est que c'est difficile de répondre à ta question en restant en surplomb par rapport à la fois au mouvement climat et au mouvement des Gilets jaunes, et en parlant de convergence, ou en questionnant la possible convergence, alors que ce n'est pas nécessairement un terme qui est utilisé par l'un comme par l'autre, et que ce n'est pas nécessairement une convergence dont nous avons besoin, mais peut-être une articulation, d'un ré-questionnement de chacun des mouvements à l'aune des problématiques qui sont soulevées par l'autre. Moi, ce qui m'intéresse plus peut-être de discuter, c'est qu'est-ce que le mouvement des Gilets jaunes nous apprend pour construire un mouvement pour le climat. Et d'une certaine façon, quelles sont les limites aujourd'hui du mouvement pour le climat qui doivent également nous interroger sur qu'est-ce qu'on est en mesure, organisation déjà organisée, pas déjà constituée, ou collectif citoyen, qu'est-ce que nous sommes en mesure de mettre à disposition du mouvement des Gilets jaunes, ou d'un mouvement plus général de la société civile pour reprendre le contrôle sur notre avenir, sur nos vies, sur l'économie, sur la société. Et donc du coup, plutôt d'essayer d'être humble et de ne pas poser la question de l'existence de ces mouvements avec une vision un peu classique qui serait de réunissons-nous, trouvons le quartier général, définissons les éléments de convergence, les premières revendications communes, et c'est ainsi que nous construirons le mouvement qui va permettre de renverser le système, ou l'amender, de renverser le gouvernement, ou je ne sais quoi. Je pense qu'on a plutôt à réinventer et à se réinterroger sur les façons de produire du politique, de produire des mobilisations citoyennes, que de penser avec des termes tels que celui de convergence, revendication commune, comme s'il y avait des gens qui étaient en mesure d'être au cœur de l'espace de négociation et de discussion, et donc du quartier général qui allait définir la marche à suivre. Parce que c'est d'une certaine façon l'inorganisation du mouvement qui a fait sa force, et donc c'est effectivement... Excuse-moi. Non, mais oui, peut-être, et en même temps, c'est pas une inorganisation, c'est une organisation différente qui s'appuie sur d'autres registres et qui va s'organiser de façon différente ou pas, et finalement, la question qui nous est posée, c'est comment nous essayons d'alimenter ce débat-là. Mais en étant également conscient de la réalité et des difficultés face auxquelles nous sommes. Il y a aujourd'hui des travaux qui ont été faits par des chercheurs en sciences politiques, en sociologie, sur le mouvement des Gilets jaunes, pour voir quelles étaient leurs préoccupations, quelles étaient leurs priorités. On ne peut pas dire que la question écologique ou la question climatique arrive en haut des priorités. De la même manière, quand on regarde les cahiers de doléances, on ne peut pas dire que la question écologique ou que la question climatique arrive en haut des priorités. Et pourtant, la lutte contre les inégalités, la lutte contre le pouvoir que sont accaparés les élites, les multinationales, les acteurs économiques et financiers, c'est au cœur, ou doit être au cœur de la construction d'un mouvement climat, ou de nos revendications, ou des exigences en matière de lutte contre les dérèglements climatiques. Donc, moi, je n'ai pas envie de répondre en surplomb sur comment il faut faire, mais plutôt essayer de pointer les difficultés face auxquelles nous sommes confrontés, et éventuellement aussi quelques idées et quelques propositions. Quand vous regardez aujourd'hui la façon dont le grand débat national est cadré du point de vue de la transition écologique, c'est-à-dire si vous lisez le questionnaire qui a été mis en ligne par le gouvernement, c'est exceptionnel de ce que ça signifie, de ce que les élites ont compris ou veulent nous faire comprendre de la transition écologique. Leur questionnaire est centré sur des engagements individuels. Qu'est-ce que vous êtes prêt à changer dans votre mode de vie? Qu'est-ce que vous êtes prêt à payer comme taxe? Qu'est-ce que vous êtes prêt à finalement avoir ou ne pas avoir du point de vue des services publics? Est-il question à un moment donné du commerce international dans ce questionnaire? Non. Est-il question à un moment donné de l'avenir de ces grandes firmes énergétiques qui finalement décident de la politique énergétique à notre place? Non. Est-il question même, d'un point de vue strictement de la fiscalité écologique, de taxer plus les pollueurs industriels qui ne le sont pas aujourd'hui et qui sont très largement exonérés? Non. Pourtant, Total paye
en matière de taxe carbone, bien moins que ce que vous payez quand vous allez à la pompe, si vous avez un véhicule, quand vous avez une chaudière au fioul, quand vous remplissez votre cuve. Et bien moins, c'est pas un petit peu moins. Sur l'année 2017, c'est 3 à 6 fois moins en termes de prix de la tonne carbone qu'ils ont payé, quand ils ont payé, et pour l'ensemble des raffineries françaises, ils n'ont payé que dans 20%, pour 20% de leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, le principe du pollueur-payeur, avec lequel on nous a vaccinés depuis des années, il est appliqué aux ménages et aux individus, mais il n'est pas appliqué aux grands groupes industriels. Peut-être qu'une des revendications simples qui nous permettrait effectivement de construire des ponts, des discussions et des discussions locales, c'est aujourd'hui d'être en accord sur quelque chose de simple et de dire qu'il ne doit pas y avoir un seul industriel qui paye moins de taxes carbone que ce qu'un ménage est amené à payer quand il fait le plan. C'est une proposition que nous avons faite. Et ça permet plein de choses. Ça permet de dire que oui, peut-être on a besoin de fiscalité écologique dans le futur. Ça permet également de dire que le problème ne vient peut-être pas des comportements individuels, mais du modèle économique et des multinationales qui conduisent à ce que ces modèles deviennent finalement non négociables. Et ça permet de pointer l'incurie ou les limites des décideurs politiques qui ont appliqué ce principe du pollueur-payeur qui serait par ailleurs non négociable qu'à une seule petite partie des acteurs économiques que nous sommes censés être devenus toutes et tous. Voilà. Là, peut-être qu'on a un mode et un espace de communicabilité, de communication, de discussion entre gens qui viennent plutôt avec du mouvement climat et ceux qui viennent plus à travers une mobilisation gilet jaune. Ayons ces discussions sur tous les ronds-points de France. Là, peut-être qu'on sera utile. En tout cas, nous, ATTAC, c'est une des propositions qu'on met sur la table. Est-ce que ça construit une convergence? J'en sais rien. Est-ce que ça ouvre des débats qui ne sont pas sur la table et que le gouvernement ne veut pas ouvrir? Clairement. Faisons pareil sur le commerce international, faisons pareil sur l'avenir de Total, faisons pareil sur notre avenir énergétique. Et là, nous aurons avancé, je pense, collectivement. Merci. On va commencer par les questions. Je voulais réagir directement à ce que vous avez dit. Je ne peux pas m'empêcher de trouver dommage ce que je ressens de vos interventions, qui, je trouve, c'est encore une incitation à rester à distance du mouvement des Gilets jaunes, à rester à distance de gens qui se mobilisent parce ils ont été relégués en zone rurale ou en zone périurbaine. On culpabilise de rouler, de polluer. Ils nous expliquent que c'est débile, qu'ils ne peuvent pas faire autrement. On est rationnellement d'accord, vous l'avez dit. Ils s'organisent. Et ils s'organisent pour lutter et nuire à tous les individus que vous avez ciblés dans vos discours. Moi, pour la première fois, j'ai participé dimanche au blocage des camions du péage de Sesquières au nord de Toulouse. Bon, vous n'êtes peut-être pas Toulouse, donc vous ne voyez peut-être pas trop, mais je vous vois ici. De 21h30 à 10h, on a commencé, on était 250, on a bloqué à peu près 800 camions. On a laissé passer les voitures, on a bloqué à peu près 800 camions, on a mis le gros bordel, on a paralysé toute périphérique. Et c'était assez grandiose, je dirais. Enfin, moi, humainement, j'ai adoré l'ambiance, la coopération pour faire la circulation entre les camions et les voitures, s'assurer que personne ne passe, transporter les palettes, les pneus. Enfin, j'ai vraiment découvert quelque chose de super. Et en fait, ça s'est arrêté, non pas parce qu'on a été délogé par des CRS ou des flics, mais parce que simplement, on a commencé à 250 et les gens, à un moment, ils ont envie de dormir, moi le premier, on est fatigué, on a besoin de manger, et on n'avait pas été relayés. Il n'y avait personne pour nous relayer derrière nous, continuer le blocage, et au final, à un moment, les gens partent et le routier, il déplace les pneus, il déplace les palettes et ça reprend. Et le capitalisme reprend, et à l'échelle de Toulouse, là, mais en plus il y avait une coordination avec d'autres villes, à Narbonne, à Pamiers, à Carcassonne, à Bordeaux, c'est un peu pareil partout. La vie reprend son cours, et tout le processus dont vous avez parlé depuis le début de l'après-midi reprend son cours. Et donc, je trouve un peu dommage, vraiment l'idée ce serait d'abord, je trouve, il y a les groupes Facebook,
C'est pas difficile de se mettre au courant de ce qui se passe. Je trouve surtout que je vous encourage tous, et j'aimerais que vous encouragiez, et j'aimerais que Pablo Servigne après réagisse à ça aussi après, parce que je ne voudrais pas reprendre le micro. J'aimerais que vous encouragiez les gens ici à venir rencontrer les Gilets jaunes et à venir faire ces actions de blocage. On a parlé des péages, mais il y a eu des actions à la raffinerie de l'Espinasse, et il y a eu des actions au Leclerc, au Carrefour, et toutes ces choses-là, on y repense, on pense aussi à la grève, mais c'est plus compliqué. Toutes ces actions-là, on y repense, ça s'inscrit dans ce dont vous parliez, et donc j'attendrai de votre part un peu plus de allez-y, tentez, et après la construction et la revendication, c'est dans un second temps, quoi. Si je peux prendre une incise de 10 secondes, le mouvement est en ambiguïté. Il n'y a pas du tout de mise à distance de notre part par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Nous faisons partie d'une organisation, Attaque France, qui, dès le début décembre, fin novembre, a appelé, sous des formats déterminés, nos militants, nos sympathisants, à rejoindre et à soutenir le mouvement des Gilets jaunes, selon les modalités qu'ils devaient eux-mêmes définir, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire précisément comment ça doit se passer, et notre organisation ne cesse de continuer à le faire, et de se réjouir par ailleurs qu'il y ait de plus en plus d'actions qui soient tournées sur Amazon, sur les points centraux du capitalisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui et tout ça. Donc voilà, cette mise à distance, peut-être qu'elle était audible dans ce qu'on exprime, mais dans ce qu'on essaie de faire, dans notre engagement, à travers notre engagement dans l'attaque, c'est pas du tout notre message politique. Bon, moi, je ne vais pas parler des Gilets jaunes. Je ne sais pas ce que je vais dire exactement, mais je vais dire il y a 50 ans que je fais le constat que vous faites. Alors je suis un peu vieux, on en est encore au constat, même les Gilets jaunes n'en sont même pas au constat. Par contre, ce que je vais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a un paradoxe entre la solidarité et la liberté. On est dans une société individuelle, notre culture nous a amenés vers la liberté. Or, la solidarité chez les humains, c'est quelque chose d'animal, qui tient au corps et au cœur. Pourquoi? Parce que depuis le début de l'humanité, on était obligé d'être solidaire. Parce que sur l'extérieur, si on n'était pas solidaire, on était bouffé. Aujourd'hui, si on n'est pas solidaire, on s'en fout, on n'est pas bouffé. Donc on n'a pas besoin d'être solidaire. Être individualiste, ça nous suffit. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que cette liberté, lui, le néolibéralisme, il a complètement squatté. Et c'est là qu'il faut se battre, effectivement. Alors je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'effectivement, dire aujourd'hui qu'on est anticapitaliste, c'est peut-être pas la bonne démarche, mais c'est le capitalisme qui est quand même à la base de tout. Et je regrette, c'est pas en supprimant les taxes sur le pétrole qu'on va solutionner la question. C'est effectivement en proposant, et ça je ne le ferai pas ici, mais je l'ai fait ailleurs, une structure qui s'oppose réellement à la structure du capitalisme, une structure démocratique, réellement démocratique, qui s'oppose effectivement à la structure de notre société qui n'est pas démocratique. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire. Deux petites choses à propos des Gilets jaunes. D'abord, ils demandent qu'on applique au kérosène des avions des riches les mêmes taxes qu'à l'essence et au gasoil des voitures des pauvres. Deuxième chose, c'est un petit exemple local sur Tarbes. Lors des dernières manifestations, il y avait une convergence entre les Gilets jaunes, les gens d'attaque, les gens du collectif Climat, tout ça, qui ont tous chanté, dansé ensemble, été interviewés ensemble. Ils ont agi ensemble. Bonjour, merci à vous. Moi, je fais partie d'un collectif citoyen pour le climat, dont certains peut-être ont déjà entendu parler. C'est un collectif qui s'est organisé sur Internet et qui diffuse des actions nationales coordonnées avec Il est encore temps, Attaque, Alternativa, etc. Moi, justement, pour rebondir là-dessus, je trouve qu'il n'y a pas forcément une convergence qui est facile dans la mesure où ni les uns ni les autres veulent vraiment de structure ou quoi que ce soit. Par contre, je parlerai de complémentarité, dans le sens où, je reprends l'exemple de monsieur qui a bloqué des camions à l'autoroute. Du côté des verts, si on peut opposer entre guillemets les couleurs, je dirais qu'on va plutôt cibler le départ des camions en arrêtant de consommer ici, en arrêtant d'acheter ça, en changeant les comportements, plutôt qu'en essayant d'arrêter les camions une fois qu'ils sont déjà partis. Donc je pense que même si on n'arrive pas à trouver une convergence, on peut sans aucun doute trouver une complémentarité dans les achats.
prévu. Voilà, il y a une question, on a posé une question tout à l'heure, retourner au sauvage. On ne peut retourner au sauvage, comme les Maasai, parce qu'ils sont 1 pour 10 hectares. La première question qu'il faut se poser, en dehors de toutes ces questions-là, c'est que la place de l'homme en tant que sauvage en nature ne peut être réelle que s'il ne redevient qu'au lieu de 35% des vertébrés, que 5% ou 10% des vertébrés. Sinon, il ne pourra pas retrouver la place du sauvage et de la nature. Toutes ces questions qui sont se posées là sont fondamentales. Mais si on ne vient pas à la décroissance de la natalité, l'assurance pour prévenir l'avenir des enfants, il faut qu'on décroisse au niveau de la population. C'est dommage, on n'en parle pas. Jamais, chaque fois que je vais dans une réunion, on en parle de marre. C'est fondamental pour moi. Excusez-moi, je m'arrête là, sinon je vais me tourner là. Justement, je vais essayer de vous répondre rapidement, parce que là, il faudrait quasiment un temps rien que pour ça. Dans la mesure où les questions de démographie, ce sont des sujets glissants. Donc, il faut les poser avec tous les arguments. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut d'abord diminuer. En premier, c'est l'empreinte écologique des habitants actuellement là. Parce qu'il n'y a pas qu'une question de nombre d'habitants, il y a ce que font ces habitants. Or, c'est notre empreinte écologique qui aujourd'hui pose problème. Ce n'est pas simplement la quantité d'habitants. Et je voudrais dire, c'est les deux. Mais souvent on l'oublie. Non, mais souvent on l'oublie. La solution simple, c'est il n'y a qu'à faire diminuer la population. Ok. Bon, si on ne change pas en même temps la manière d'habiter la Terre, même si nous sommes moins nombreux, nous pourrons être autant dévastateurs. Donc c'est les deux en même temps. Je viens au nombre. La question est recevable si nous prenons conscience que s'il y a un endroit où il faut diminuer la population, c'est là où la densité de population est la plus forte. Et là, en général, ça refroidit beaucoup d'ardeur, parce que là où les densités sont les plus fortes, et où effectivement la part du sauvage est compliquée, c'est dans les pays riches industriels. C'est là qu'il y a la plus forte densité de population. Il y en a aussi dans les villes du tiers-monde, bien sûr, ce qu'on appelle le tiers-monde des pays du Sud. Mais aujourd'hui, les pays les plus occupés, physiquement occupés, en densité de population, ce sont nos sociétés. Alors, en général, ça refroidit un peu les ardeurs, parce que, généralement, je ne dis pas vous, très souvent, quand on pense excès de population, c'est chez les autres. Chez les pauvres. Et si possible, chez les pauvres. Tous ces pauvres qui se reproduisent très vite, parce qu'on le sait, mais si, c'est une loi, voilà, une loi démographique. Bon, alors, ceci dit, ces précautions étant prises, l'empreinte écologique, la densité de population chez nous, les politiques très natalistes chez nous, la prime au 3e enfant, chez nous, dans nos sociétés. Donc là, nous avons de quoi, effectivement, dans nos sociétés, ici, nous concernant, nous avons de quoi discuter du problème de la population. Là où les choses se compliquent, c'est quand on parle de la population des autres et des préconisations que nous faisons pour les autres. Et ça, très souvent, ça pose quand même beaucoup de problèmes. Quels sont aujourd'hui les moyens de réduire véritablement la natalité dans le monde ? Aujourd'hui, les taux de natalité les plus forts, c'est effectivement dans les pays du Sud. C'est là où les taux de natalité et de fécondité restent les plus forts. Quelles sont les solutions préconisées pour diminuer drastiquement les taux de natalité ? Éduquer les femmes. Alors, bon, il y a éduquer les femmes, il y a on a longtemps dit, la meilleure pilule, c'est le développement. Quand on sait ce qu'est aussi le développement, bon bref. Donc, je crois que c'est là où, je suis sûr que c'est un problème, je suis d'accord. Il y a une pression démographique très forte qui est de l'ordre du quasiment insoutenable. Je suis... Oui, mais une fois qu'on a dit cela, ça veut dire mobilisons-nous là où nous sommes effectivement pour diminuer la pression démographique, là où nous sommes, chez nous.
la pression démographique, l'impact, les politiques démographiques. Faut-il garder la prime au 3e enfant dans nos sociétés? C'est une vraie... Bon, c'est une question. Vous imaginez un peu le débat que ça pose, hein? Bon, ah mais si, je pense que là, c'est énorme. C'est la question des allocations familiales, c'est tout ce qu'on veut. Bon, bref, voilà. Donc, c'est pas un sujet aussi simple que ce qui est souvent dit, il n'y a qu'à faire diminuer la population. Oui, où et comment? Et juste un élément là-dessus qu'il faut rajouter, c'est que les politiques de transition démographique ont un impact sur l'évolution de la démographie à 20, 30, 50 ans. Sauf, c'est-à-dire quand vous décidez aujourd'hui d'avoir une politique nataliste qui soit différente, notamment pour réduire le nombre d'enfants éventuellement, ou pour les augmenter comme on l'a fait dans un certain nombre de pays riches, ça n'a pas des effets du jour au lendemain. Ça met 30 ans pour s'observer dans la pyramide des âges, par exemple. On est sur des temps géologiques. Du coup, la discussion sur les politiques démographiques doit aussi tenir compte de cela. Et de ce point de vue-là, si on prend la gravité de la crise climatique à laquelle nous sommes confrontés, où il faut des transformations extrêmement profondes, à 5 ans, 10 ans, 15 ans maximum, avec des réductions drastiques d'émissions de gaz à effet de serre, il y a une politique de transition démographique qui est absolument efficace. C'est d'éradiquer le 1,4 milliard de riches sur la planète. Moi, je veux bien qu'on en discute. C'est-à-dire les 3/4 de la salle. Mais nous sommes toutes et tous partie prenante de ce 1,4 milliard dans la salle. Je ne sais pas comment faire, je veux bien qu'on en discute, mais je préconiserais plutôt d'essayer d'agir sur effectivement notre empreinte écologique et de réduire les incitations à ce qu'effectivement les augmentations de population persistent dans nos propres pays. Cette semaine-ci, des données de l'INSEE ont été rendues publiques sur la population française et vous avez vu comment ça a été titré partout dans le pays. La population française augmente moins vite cette année qu'elle n'avait augmenté l'année dernière. Ce qui est un problème, considéré comme un problème. Et ce qui est considéré comme un problème. Pour la croissance. Et par ailleurs, pour toute une série d'éléments qui sont constitutifs de notre modèle social, de la façon dont la répartition et la transmission les aides sociales, la façon dont elles sont construites et tout ça, et par ailleurs un problème à long terme si on va effectivement sur une décroissance constante et importante du nombre d'enfants en France et que notre système social n'est pas résilient à une telle évolution. Donc on a tout à fait des questions à se poser ici et maintenant. Mais simplement, n'oublions jamais que les politiques démographiques ou qui visent à transformer un système démographique d'un pays, sauf à ce qu'elles soient autoritaires et extrêmement problématiques du point de vue de notre propre existence, ont des effets à moyen et long terme. Mais c'est pas une raison. Mais j'ai pas dit qu'il fallait empêcher, qu'il fallait pas agir sur la démographie, simplement en tenir compte. Simplement, ces questions-là, la dernière fois qu'elles ont été amenées dans le débat public de manière forte, c'est Nicolas Sarkozy qui, au nom de cela, a considéré et a amené dans le débat en disant qu'en gros le problème que nous faisons face, c'était l'accroissement de la population dans les pays du Sud. Ce que nous disons ici, c'est pas qu'il ne faut pas agir sur les politiques démographiques, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut toucher, qu'est-ce qu'on peut faire évoluer et dans quelle échelle de temps. Et donc, la réduction qui nous est souvent renvoyée dans les débats sur le climat, sur le principal problème auquel nous faisons face, c'est l'accroissement de la population mondiale. Excusez-moi, à court terme, le principal problème, c'est que le 1,4 milliard de riches continue à vivre et à dépenser autant d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est le principal souci auquel nous faisons face à court terme. Vraiment beaucoup de passion.